Bonjour à tous. Encore merci à Arnaud de Think Market pour son introduction effectivement très complète. On a appris beaucoup de choses sur le contexte, les chiffres et les comportements de consommation, les nouveaux usages un peu qui nous attendent post-confinement. Donc, je vais venir enrichir un peu tout ça avec un focus tout particulier sur le levier SIA, qui reste quand même un levier majoritaire au niveau des investissements paid digitaux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime Faure, je suis directeur associé du cabinet Adzup Consulting que j'ai rejoint à sa création en 2012 et je m'occupe plus particulièrement de la partie innovation chez Adzup et développement des nouveaux outils. Pour ceux qui ne connaissent pas Adzup, en quelques mots, nous sommes aujourd'hui le premier cabinet indépendant de France spécialisé en stratégie et optimisation de campagne sur le search, mais aussi le social ads et le display programmatique. Vous avez ici un aperçu de l'ensemble de nos expertises, tant sur le search que sur la partie display ou le social, et également le volet audience, dont je n'ai pas parlé, qui permet en fait de mettre en synergie tous ces leviers-là et de ne pas les travailler en silo. Nous, on fonctionne beaucoup en synergie chez Adzup, et les équipes communiquent justement pour faire parler ces leviers entre eux et de façon à ce qu'on ne lise pas les performances sur chacune des plateformes de manière séparée. On accompagne de nombreux clients répartis sur tout type de secteur d'activité. Ça va vraiment de la start-up aux plus grandes entreprises avec de belles références comme on en a ici, comme Nocibé, comme Just Eat, comme The Fork, La Fourchette, etc. etc. Avec un portefeuille composé en grosse majorité de e-commerçants. Et on a aussi les clients B2B, des clients dans la banque assurance, des clients dans le voyage. Voilà, c'est vraiment tout type de secteur d'activité. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, post-confinement, quels sont les rebonds auxquels s'attendre et quelles sont les stratégies gagnantes pour les marques, avec un focus particulier sur le SIA. Donc déjà, j'ai une première question à vous poser. Après, j'aurai beaucoup de choses à vous dire. On va essayer de ne pas déborder sur le timing. Est-ce que vous avez une idée du nombre, de la somme totale que les Français ont économisé pendant le confinement? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous avez une idée comme ça, à la louche, de la somme que les Français... Alors, Charline me dit 40 milliards. 200 € par mois, 60 milliards. On n'est pas très loin. On tourne autour de ça. Bruno, 50 milliards. Audrey, 2000 € par famille. OK. Je vois qu'il y en a qui sont encore en train de taper. 2000 € par foyer. OK. Alors, Bruno a donné la bonne réponse. C'est 50 milliards. Alors, c'est même un petit peu plus. Pardon. C'est 55 milliards. Vous n'étiez pas très loin. Ça tourne autour de ça. 55 milliards d'euros qui ont été confinés du coup, par les Français pendant le confinement parce qu'il y a eu moins de sorties, il y a eu moins de consommation, il y a eu des aides de l'État aussi. Hein. Donc, il y a un gros pécule qui s'est créé. Donc, il n'y a jamais eu autant d'épargne qui est stockée par les Français qu'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quelques autres chiffres. 64% des consommateurs restent convaincus qu'ils ont pu réaliser des économies pendant le confinement. Donc, non seulement les chiffres l'attestent, il y a cette somme énorme qui a été économisée, mais en plus, même les consommateurs eux-mêmes pensent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ont réalisé des économies. Ils le voient sur leur compte. Donc, il faut aller chercher ces consommateurs. Il faut relancer la croissance, parce qu'il y a de l'argent à aller chercher. Et 43% ont avoué avoir hâte, aussi, ça c'est important, de retrouver le plaisir de consommer. Donc, il y a aussi une envie de reprendre, comme le disait aussi Arnaud tout à l'heure, de reprendre la consommation. Et donc, aux annonceurs d'être présents pour répondre à ce besoin-là. J'ai repris une citation que j'avais trouvée sur les marketing. Les gens ont besoin de leur Madeleine de Proust, une consommation qui rappelle l'état précédent à la crise. On a besoin de se rappeler, de se raccrocher à quelque chose. Alors, la pyramide de Maslow est un peu inversée parce que maintenant, on est plutôt focusé de plus en plus sur les besoins primaires et du faire soi-même, etc. Et on a besoin de se raccrocher à un certain comportement de consommation qu'on avait perdu un peu ces 2-3 derniers mois. Donc, pour être encore plus pragmatique et donc comment faire, c'est important quand vous allez communiquer sur le digital de mettre en synergie l'ensemble de vos canaux de communication. Ça, c'est vraiment l'étape aujourd'hui à franchir. Encore beaucoup d'annonceurs sont à la traîne à ce niveau-là. Il faut que vous arriviez à faire communiquer l'ensemble de vos leviers, que vous ayez une vision en fait unifiée de vos investissements publicitaires. C'est fini le temps où on se dit, allez, je vais mettre tant sur Google, je vais mettre tant sur Facebook, et je vais regarder un peu combien de conversions font chacune des plateformes. Ça, c'est un petit peu, entre guillemets, has-been.
L'idée, c'est de tout réunifier, c'est-à-dire vous avez votre search, vous avez votre social, vous avez votre display, vous avez, peu importe la plateforme, on a mis aussi YouTube pour les campagnes vidéo, c'est d'arriver à les relier entre elles et d'arriver à mettre en synergie à la fois le tracking, mais aussi la remontée des audiences. Quand vous accumulez un bassin d'audience, par exemple, sur Facebook, l'idée, c'est de le faire parler avec, par exemple, vos campagnes search pour pouvoir les réexploiter en search, etc., etc. Nous, chez AdsUp, on passe par une suite d'outils, entre autres, parce qu'il y en a d'autres. On travaille aussi, par exemple, avec Adobe. Mais on a une suite d'outils qui s'appelle la Google Marketing Platform, qui est composée, en fait, de toute une série d'outils qui se mettent en synergie nativement. Alors, on a SearchAd pour le search, on a Display and Video 360 pour le display, Analytics 360 que vous connaissez, Data Studio pour le dashboard, etc., etc. Et on utilise un tag particulier qui s'appelle le tag Floodlight, qui en fait va permettre justement de réunifier, réconcilier la data sur l'ensemble des canaux d'acquisition, puisque ce tag sera compatible avec l'ensemble de ces canaux-là. Par exemple, quelqu'un qui va vous diffuser une campagne sur YouTube, quelqu'un qui va voir la vidéo, puis ensuite qui va voir une bannière sur un autre site, puis cliquer sur une annonce Google Shopping, puis acheter chez vous, on va pouvoir retracer son parcours sur l'ensemble de la chaîne, et on va pouvoir aussi intégrer dans ce parcours de conversion les vues, même les vues de vidéo, les vues de bannière, chose que beaucoup d'autres tags ne permettent pas. On passe par ce tag-là, c'est un des tags qu'on utilise, on en utilise aussi d'autres. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les tags, on peut en poser plusieurs sur votre site. Mais ce tag-là a la particularité justement d'arriver à remettre en synergie un peu tous ces leviers d'investissement. Donc, quelle stratégie adopter? Je vais vous donner quelques autres chiffres. Il y a eu 59% pendant le confinement d'augmentation des achats à domicile. C'est quand même colossal. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire quelque chose de tous ces nouveaux consommateurs qui sont venus chez vous et qui se sont fait livrer à domicile pendant le confinement. Ça serait dommage maintenant de se dire, allez, la reprise, c'est bon, ça reprend, le déconfinement est là. Il faut faire quelque chose de tous ceux qui ont passé leur commande pendant le confinement et continuer en fait d'engager ces audiences-là, de nouveaux acheteurs. Quelque chose de très pragmatique que vous pouvez faire dès aujourd'hui, typiquement sur votre compte Google, c'est de créer une audience de personnes qui sont venues pendant le confinement sur votre site. Vous pouvez le faire de manière rétroactive. Il y a une simple case à cocher. Vous pouvez définir une période. Là, sur le screenshot, on a mis du 17 au 30 avril, c'est plutôt même du 17 mars au 11 mai. Et vous pouvez du coup concevoir une liste d'audience qui contient uniquement les personnes qui se sont rendues sur le site entre le 17 mars et le 11 mai. Pourquoi faire une liste dédiée à la période de confinement? C'est parce que justement les comportements en confinement ont été différents des comportements habituels. Et vous avez eu aussi beaucoup de nouveaux acheteurs qui se sont rendus sur votre site pendant cette période-là et qui ont acheté, qui rejoint la statistique de plus 59% d'augmentation des achats à domicile. Donc, cette audience-là, il faut la traiter différemment. Il faut lui parler différemment, il faut se positionner différemment et il faut la réengager, la refaire acheter et lui parler différemment. Une fois que vous avez créé ce bassin, vous pouvez déjà analyser un peu ce que ces audiences ont fait. Alors, il y a effectivement ceux qui ont vraiment commandé. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas allées au bout du process d'achat, mais qui pourtant ont eu des actions intéressantes sur le site. Il faut que vous créiez aussi ce qu'on appelle les micro-conversions, de pouvoir mesurer les micro-actions qu'ont fait ces audiences pendant le confinement. Ça peut être plein de choses. On vous a mis quelques exemples. Typiquement, quelqu'un qui a vu au moins 5 pages sur le site, quelqu'un qui a cliqué au moins sur 10 produits, quelqu'un qui a mis au panier qui n'a pas commandé, c'est un peu plus classique, etc., etc. Mais vous devez créer des sous-bassins après et vous dire, voilà, tous ceux qui ont visité plus de 5 pages et qui ont cliqué sur plus de 10 produits, je vais être un peu plus agressif avec eux parce que quand même, ils n'étaient pas loin d'acheter. Ils ne l'ont pas fait et c'est peut-être le moment de les faire commander maintenant qu'on est déconfiné. L'idée, c'est que tout le monde puisse avoir à sa disposition ce qu'on appelle un audience board chez AdsUp. Tous nos clients ont un audience board. C'est une sorte c'est une maquette en fait de vos bassins d'audience. Et vous devez pouvoir schématiser un peu votre stratégie d'audience. Si aujourd'hui vous avez des campagnes Google et que vous ne savez pas exactement quelle campagne cible qui et comment cette campagne se différencie par rapport aux autres, c'est qu'il y a un petit souci. Il faut que vous puissiez, en un schéma, récapituler les bassins. Donc, on vous a mis un exemple, c'est un audience board qui est loin d'être exhaustif. Et pour vous donner un peu l'idée de ce à quoi ça ressemble, on liste tous les bassins créés, on écrit qu'est-ce qu'on fait de particulier sur ces bassins-là, est-ce qu'on augmente les enchères, est-ce qu'on fait des annonces différentes, etc. Et après, on a aussi toute la data externe qui est fournie par des partenaires, c'est la data third party,
qui peut venir aussi enrichir tout ça. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait de ces bassins d'audience une fois qu'ils sont créés? C'est bien d'avoir les bassins, mais après, il faut aussi savoir quelle stratégie on met derrière. Vous pouvez vous réadresser à eux, soit en display, c'est le remarketing display, tout le monde connaît plus ou moins, mais il y a aussi le remarketing search, ce qu'on appelle plus communément le RLSA, ça veut dire Remarketing List for Search Ads. Et vous pouvez par exemple personnaliser votre message auprès de tous ceux qui sont venus sur le site pendant le confinement et qui aujourd'hui sont déconfinés. Vous pouvez leur proposer par exemple des codes de réduction avec des codes type déconfinement ou des choses comme ça. Ce qui est important, c'est de communiquer sur les actions entreprises et sur votre positionnement en tant que marque. C'était le cas pendant le confinement, il fallait communiquer sur les actions prises, mais là, encore plus pendant le déconfinement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous livrez par exemple sans contact ou pas, etc., etc. Donc vous pouvez personnaliser le message dans les annonces. Il y a aussi le sujet de tous les clients qui ont commandé chez vous, que ce soit pendant le confinement ou même avant ou même après. Il faut aussi s'adresser à eux. Je vous donne un autre chiffre, 60%, il y a eu 60% de shift des achats du offline vers le online pendant le confinement. C'est-à-dire que 60% des personnes qui avaient l'habitude de commander uniquement en magasin se sont mis à commander en ligne pendant le confinement. Donc, pareil, ce sont des nouveaux clients. Il y a eu un afflux énorme de nouveaux clients sur les sites e-commerce, même sur d'autres sites, sur d'autres thématiques. Donc, il faut derrière pouvoir entretenir et jouer avec ces audiences. C'est ce qu'on appelle la lifetime value. C'est une fois que le client est acquis, il y a eu beaucoup d'acquisitions de nouveaux clients, il faut après continuer sur le long terme à travailler ces audiences-là. Alors, on va passer assez rapidement si on va être pris par le temps, mais il y a 3 facteurs qui jouent dans la définition d'une stratégie lifetime value. C'est 1, la récence, c'est-à-dire de quand date le dernier achat. 2, la fréquence, combien d'achats ont été faits par une même personne? Est-ce que c'est une personne qui a beaucoup acheté chez vous déjà ou si elle a acheté uniquement une fois, 2 fois, 3 fois? Et le montant des dépenses, c'est-à-dire combien en moyenne, quel est le panier moyen? Est-ce que généralement c'est des gros montants ou des petits montants d'achat? À partir de là, vous pouvez créer, alors ça, on le fait ensemble avec nos clients, on travaille sur leurs données CRM, donc toutes les data clients stockées. Vous pouvez tirer des sous-bassins et les catégoriser. Là, on a mis 4 exemples, les anciens clients, les nouveaux clients, les clients à potentiel et les top clients. Donc ça, on le divise en fonction de la récence, de la fréquence et du montant d'achat. Les 3 critères que je vous indiquais juste avant. Et une fois qu'on a fait ces sous-bassins, on met une stratégie en face. C'est un peu pareil que sur l'audience board tout à l'heure, c'est la même chose. On va définir ce qu'on fait pour chacun de ces bassins-là. Par exemple, les anciens clients, on adapte le wording pour dire qu'on maintient les livraisons, qu'on livre sans contact, etc. Les nouveaux clients, c'est la première fois qu'ils commandent, il faut les fidéliser. Donc, on peut booster les enchères sur certains mots-clés pour ces clients-là. Pareil, on peut personnaliser le message dans les annonces, etc., etc. Ce qu'il faut, c'est que vous sachiez très précisément sur chacun des bassins créés. Une fois que vous les avez bien identifiés, bien segmentés, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous faites de ces bassins, comment je leur parle et qu'est-ce que je fais différemment de tous ceux qui sont hors des bassins et qui sont pas encore clients chez moi. Il y a aussi une notion très importante à prendre en compte dans le pilotage de vos campagnes, c'est le pilotage à la marge. Souvent, les clients disent, voilà, moi je veux un ROI de 5, je veux un CPA de 20, un coût d'acquisition de 30. Mais on raisonne trop souvent encore en chiffre d'affaires. En réalité, ce qui est important, in fine, c'est la marge qui va être dégagée de ce qui sera vendu. Donc, il est important d'avoir un pilotage à la marge et de le mettre en place. Donc après, à vous de choisir CPA ou ROAS sur la stratégie, coût d'acquisition ou retour sur investissement. Et il y a un super outil qui s'appelle le Performance Planner, qui est nouveau sur la plateforme Google Ads, qui vous permet en fait de trouver le juste milieu entre la définition d'un coût d'acquisition ou d'un ROAS cible et la marge que vous allez dégager derrière. Et vous voyez qu'en fait, plus on tire sur la corde et plus on cherche à dépenser sur les campagnes, au bout d'un moment, la marge va s'éroder parce que en fait, le surplus de budget investi ne va pas forcément permettre d'aller chercher beaucoup de volume en plus. Il y a un moment où ça va commencer plus ou moins à stagner. Et c'est à ce moment-là qu'on va surinvestir un peu en pure perte. Donc, en jaune, on voit la marge, le profit, va commencer à s'effondrer. Le but du jeu, en fait, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre volume d'investissement, volume de trafic et finalement chiffre d'affaires.
pour avoir la marge optimale. Parce que si vous dépensez pas assez, vous pourriez faire plus de marge, mais si vous dépensez trop, votre marge va s'effondrer. Il faut trouver ce juste milieu. Ça, c'est un travail qu'on réalise ensemble avec nos clients. Et il y a un super outil, encore une fois, qui s'appelle le Performance Planner qui est sur Google, que vous pouvez aller consulter campagne par campagne pour regarder un peu comment vous vous situez par rapport à la marge de vos produits. Et on a souvent la remarque aussi, oui, mais moi, j'ai pas envie de donner ma marge à Google, j'ai pas envie que ma marge soit connue, même parfois à nous, voilà, la marge n'est pas super clairement communiquée. Il y a une façon de faire qui est, en fait, sur les campagnes Google Shopping, vous faites remonter combien vous coûte chaque produit. Ça, c'est une donnée que vous pouvez intégrer dans votre flux de produits. Vous intégrez le coût par produit et Google va calculer automatiquement la marge associée en fonction des dépenses du compte. Donc, ça vous évite de mettre en clair les données de marge dans vos flux. Et ça fait quand même une grosse différence. C'est une option qui s'appelle Conversion with Card Data, qui est nouvelle, que je vous conseille aussi vivement d'activer sur vos campagnes shopping, pour derrière pouvoir faire un vrai pilotage à la marge. Et non pas simplement un pilotage de chiffre d'affaires où on ne sait pas trop combien on gagnerait en réalité derrière, sachant qu'en plus, aussi en fonction des produits vendus, ce n'est pas la même marge qui est derrière. Et donc, transition justement avec Google Shopping pour terminer cette intervention. Google Shopping, encore quelques chiffres. 31% des Français ont commandé à domicile durant le confinement et c'était la première fois pour 17% d'entre eux. Deuxième chiffre, 48% des Français ont utilisé le Drive. Ça, sans surprise. Hein. On voyait les files d'attente sur les Drives. C'était la première fois pour 19% d'entre eux aussi. Donc, ça rejoint les chiffres précédents. Il y a eu beaucoup de nouveaux consommateurs. Il y a eu un changement des habitudes de consommation. Et il est plus important que jamais pour les e-commerçants, en tout cas, d'être présents sur le levier Google Shopping. Donc, pour des questions de temps, je ne peux pas non plus tout vous expliquer sur Google Shopping, mais je vais vous donner quelques nouveautés qui sont sorties récemment. La première, c'est que maintenant, il y a une version de Google Shopping, entre guillemets, gratuit, qui est sortie, qui a été annoncée par Google. Donc, vous avez, en plus des résultats sponsorisés shopping, des résultats maintenant shopping organiques. C'est ce que Google appelle Google Shopping gratuit. Les clics sur la partie organique, bien sûr, n'est pas facturé. Mais il est important pour vous d'être présent sur cette partie-là parce que c'est autant de trafic supplémentaire que vous pouvez générer. Donc, comment faire? Ça se passe directement dans Google Merchant Center, pour ceux qui connaissent. Il y a déjà un flux existant pour les annonces payantes. Vous pouvez également activer un flux pour les annonces gratuites. C'est le même flux, hein. Mais en gros, il faut que vous vous assuriez que la compatibilité est bien au rendez-vous. Il y a un nouveau graphe qui a fait son apparition sur les Google Merchant Center. Et l'apparition des résultats shopping gratuits, donc organiques, normalement, devrait apparaître en France à partir de la fin d'année. Donc ça, là, actuellement, c'est en test aux US. Autre chose aussi, c'est plus une nouveauté, mais pour ceux qui ne l'ont pas mis en place, il y en a encore beaucoup, c'est les CSS. C'est la possibilité, ni plus ni moins, que d'économiser 20% sur le coût au clic de vos campagnes shopping en activant un CSS, donc un comparateur de prix. Idem pour des questions de timing, je ne vais pas rentrer dans le détail. On pourra en rediscuter après la conférence si vous le souhaitez. On a mené des tests avec de nombreux clients. Ça fait maintenant ça fait 2 ans à peu près que c'est sorti. Canal Market, par exemple, on a réussi à booster le volume de trafic à CPC identique sur Google Shopping en branchant le CSS. Donc, le cas de Natal Market, en fait, il n'a pas, plutôt que de se dire on va économiser 20% sur les clics, on a maintenu les clics, le coût des clics à niveau, et donc ça a permis d'aller chercher encore plus de parts de voix. C'est un choix stratégique. Après, vous pouvez très bien dire non, moi je fais mon économie de 20%, et je reste à trafic ISO, mais j'économise 20% sur mon budget. Après, c'est un choix à faire. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle Google Shopping Action, sur laquelle je vous recommande vivement d'être présent, pour ceux qui n'y sont pas encore. C'est ni plus ni moins que la marketplace de Google. Et vous avez la possibilité, du coup, de positionner vos produits. Ça n'est pas un coût au clic, contrairement au Google Shopping classique, c'est un coût à la vente. Vous ne payez que si vous vendez sur cette marketplace. Le coût varie en fonction de la catégorie de produits vendus. Et derrière, c'est toute la mécanique Google d'achat en un clic. Je ne sais pas si vous avez déjà commandé sur cette plateforme. Moi, c'est le cas, j'ai déjà commandé et c'est vraiment super pratique. Du coup, les données de paiement sont typiquement enregistrées sur Google Pay. Donc, on commande vraiment en un clic chez les commerçants qui sont présents. Voilà, donc difficile en 20 minutes de vous faire vraiment, de vous parler de tout. J'aimerais bien vous parler de tout. Mais donc, je vous ai récapitulé les bonnes pratiques pour un déconfinement gagnant.
Premièrement, assurer la continuité de votre activité et garder en mémoire vos bassins d'audience. Hein, faites-le tout de suite, là, allez sur votre compte Google et créez ce bassin rétroactivement sur la date de confinement. Deuxièmement, réévaluer votre parcours de conversion, parce qu'on l'a dit, on l'a vu avec de nombreux chiffres, les comportements ont évolué. Donc, les parcours de conversion ont forcément changé, notamment tous ceux qui n'avaient pas forcément l'habitude du digital, qui s'y sont mis pendant le confinement. Ils ne se comportent peut-être pas forcément comme les digital natives. Donc, regardez comment ça se comporte sur le site. 3, communiquer sur vos clients existants. C'est la lifetime value. Monter une stratégie et capitaliser sur vos clients existants. C'est les clients... C'est les clients qui vous coûtent le moins cher parce qu'ils sont déjà venus, vous avez mis beaucoup d'efforts pour les amener sur le site et les faire commander la première fois. Maintenant, il faut les travailler sur le long terme. 4, adapter vos investissements à la demande parce qu'on l'a vu, il y a une reprise de la consommation avec une envie de consommer. Donc, il faut que vous adaptiez vos budgets. 5, adapter votre message en fonction de vos audiences, communiquer sur les actions entreprises par votre marque. 6, communiquer sur le contexte et vos solutions. Et 7, simplement absorber la reprise avec tout ce qu'on vous a dit là. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Si vous avez des questions... Non, c'est tout pile, Maxime.